Salut Chloé, bienvenue sur la ligne diagonale. Salut Annie, merci de m'avoir invitée. Écoute, tu as l'honneur d'être la première invitée de la troisième saison. Et puis, justement, démarrons la saison avec une question random. Donc, ceux qui sont abonnés à mon infolettre ont vu que j'ai passé l'été à lire de la science-fiction d'extraterrestres. Alors, ma question, est-ce que tu crois aux extraterrestres? Ouh, j'avais hâte d'entendre cette question. Est-ce que je crois aux extraterrestres? Moi, je crois en tout cas au fait qu'on n'est pas tout seul sur une Hmm. petite planète perdue au milieu de nulle part. Et j'aime espérer qu'il y a d'autres êtres très étranges et très bizarroïdes qui vivent dans le monde dans lequel on vit. Peut-être Fait que ça certains te fait qu'on ne pas voit peur pas. nécessairement, justement, comme tu sais, les envahisseurs extraterrestres, puis tout ça, c'est pas une crainte qui Pas du tout. t'habite. Pas du tout. Ok. Et je trouve ça trop chouette que tu lises de la science-fiction cet été. Moi, je suis une grande fan de science-fiction. Et du Ah coup, ben là, j'adore. J'adore les ben extraterrestres, on s'en j'adore parle les... après l'enregistrement, on va se donner nos meilleures recommandations, parce que sinon on va passer l'épisode là-dessus. Euh, Exactement. Donc, Chloé, ben, je vais lire ta petite bio là, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es une activiste du plaisir, tu es une coach féministe et tu crées des espaces où le plaisir, la libération collective et la justice sociale se côtoient. Donc, sur ton site, tu dis être persuadé que nous pouvons tous et toutes avoir un impact sur le monde de demain et que c'est à nous, en fait, de modeler un futur possible. Puis que si on a des valeurs de gauche et qu'on a une business, ben que ça aussi, ça modèle le changement. Clairement, on se rejoint là-dessus. Hein? Il y a une raison pour laquelle je t'ai invité quand même. Puis, ben, ton travail prend la forme de groupe d'entraide pour les entrepreneurs et les entrepreneuses sexisées. Ça passe entre autres par les collectives, qui est un collectif d'entraide et de motivation pour les travailleurs et travailleuses aux valeurs de gauche. Et tu fais aussi des retraites créatives et féministes. Donc, merci pour tout le travail que tu fais pour notre gang, je vais dire notre gang, là, des entrepreneurs de gauche. C'est important qu'on se retrouve entre nous, puis qu'on puisse échanger, se comprendre, évoluer, puis tout ça. Je t'ai invité pour parler d'un sujet qui peut être geek ou pas, ça dépend comment on l'aborde, justement, qui est l'écologie relationnelle. Puis là, j'ai envie que tu me parles, parce qu'on a découvert l'écologie relationnelle de façon très distincte. Toi, comment t'as découvert ce concept-là? Ouais, alors je pense que j'aurais du mal à me souvenir exactement à partir de quel moment et dans quel endroit j'ai découvert ce concept-là, mais je pense que ça se retrouve dans différents champs. Je pense tout de suite à l'activisme du plaisir qui aborde cette question-là. On va sûrement revenir là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. Je pense aussi à l'écoféminisme et au travail de Starhawk qui aborde beaucoup ces questions-là de faire lien, l'interdépendance, comment être ensemble et comment modeler le changement ensemble justement. Et la troisième chose qui me vient, c'est peut-être aussi à travers la CNV, la communication non violente, Oui. qui parle aussi de ça, comment être ensemble et comment communiquer au mieux ensemble. Donc je pense que c'est un peu à travers ces trois pans-là que voilà ce terme a dû apparaître à certains moments, ou alors peut-être que moi je m'en suis fait guider Mhm. en puisant par-ci par-là. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est dans ces trois directions-là. Hmm. Parce que moi, ben, c'est ça, j'ai fait mes devoirs hein, avant de te recevoir sur le podcast. Là. J'essaie toujours d'être une hôte exemplaire, ou en tout cas d'être une bonne hôte. Donc, j'ai fait mes recherches, puis je me suis rendu compte que ça pouvait quand même être très geek comme sujet. C'est sûr que écologie, ça fait écho avec tu sais, le monde de la biologie, vraiment plus les sciences, tout ça. Puis moi, c'est un peu dans cette direction-là que j'ai fait l'espèce de grand détour pour m'informer sur l'écologie relationnelle. Puis je trouvais ça intéressant, fait que j'ai envie comme de faire une espèce de petit historique de l'écologie relationnelle pour les gens qui partent de rien puis sont comme mais c'est quoi ce sujet-là exactement, même s'ils peuvent arriver à en déduire quelques nuances là. En fait, là, restez avec nous, là, les gens qui nous écoutent. Je vais commencer par parler de Darwin, là, ils sont comme, oh my god, on n'est pas sorti du bois. Tin, tin, Fait que, tin. oui, c'est ça, quand je dis qu'il y a un côté geek de la force, là, par rapport à l'écologie relationnelle, ben, c'est ça. Ceux qui se sont intéressés à ce concept-là, ou en tout cas, comment ils sont arrivés avec
théories puis ces mots d'écologie relationnelle, ben ils sont partis un peu de la théorie de l'évolution de Darwin, hein, qui dit qu'il y a une espèce d'interdépendance entre tous les êtres vivants qui vont être reliés par leurs besoins, tu sais, de se nourrir, de s'abriter, de se protéger, etc., de se soigner, de réguler leur population aussi, hein, d'avoir des naissances, des morts, etc., que ça soit toujours un peu équilibré. Fait qu'en gros, tu sais, Darwin, là, je passerai pas l'épisode là-dessus, justement, on a tous et toutes déjà entendu parler de ça, mais c'est que les êtres vont s'adapter à leur environnement. Mais là, ensuite, il y a d'autres gens qui sont arrivés avec la notion d'économie de la nature, donc comment on peut, nous, exploiter la nature. Puis là, évidemment qu'il y a eu tout le côté, ben, tu sais, pour la croissance, pour l'accélération de l'évolution, c'est tentant de prendre un maximum de ressources. Puis là, oui, ça fait écho au capitalisme, etc. Tu parlais écoféministe, etc. Mais, tu sais, de prendre un maximum de ressources pour fructifier rapidement, mais que, d'un autre côté, ça risque d'entraîner, ben, la chute des ressources. Puis là, ben, c'est comme se pénaliser soi-même. Tu sais, je lisais un texte qui disait, ben, tu sais, utiliser un maximum de ressources, que ce soit de la planète ou des relations qui t'entourent ou quoi que ce soit, mais c'est comme un peu scier la branche sur laquelle tu es assise. Ce qui est contre-productif parce que, ben, t'auras plus la ressource dont tu as besoin pour fructifier. Donc, ça l'amène. L'autre chose, c'est que dans le fond, c'est pas juste l'environnement qui impacte les êtres, mais les êtres qui impactent l'environnement. Et finalement, ben là, il y a Jacques Salomé qui est un psychologue, en fait, qui, lui, dans les années 80-90, a comme ramené ça, pas du côté nécessairement de la science, mais du côté psychologique, du côté des relations, puis qui a dit, ben, on a l'écologie relationnelle, c'est un processus d'échange entre les êtres vivants et leur environnement et l'ensemble de tout ça, et c'est comment on crée des interrelations qui vont à la fois influencer les autres, l'environnement et nous-mêmes. Fait que ça, c'est vraiment comme j'ai essayé de faire. Écoute, si ça vous intéresse, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, justement, vous pouvez aller lire là-dessus. Mais là, tu sais, je voulais pas faire un détaillé de 50 minutes exposé sur toute la théorie de l'écologie relationnelle. Mais je trouve ça intéressant, particulièrement dans le milieu des affaires, parce que, bon, la ligne diagonale, on reste quand même dans le milieu un peu de la business, mais des relations puis tout ça. Donc, en gros, toi, dans le milieu des affaires, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie relationnelle? Comment tu vois ça? Ouais, merci pour tout ce détail, Annie. Alors, je vais partir sur quelque chose qui est que, pour moi, en fait, c'est intéressant de pas séparer le monde des affaires de l'autre monde, oui, de la vie de tous la les vie. jours. C'est ça. Et qu'en fait, on a souvent tendance à le faire. On a souvent tendance à dire que, voilà, le monde du business, c'est un monde à part, c'est un monde pseudo-neutre, c'est un monde où il y a des codes très spécifiques et que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de partir justement là-dessus, sur l'idée que, en fait, c'est un monde qui est pas décorrélé du reste du monde. Et que donc, dans la vie de tous les jours, on relationne avec notre environnement, on relationne avec des gens, on relationne avec plein de choses à plein de moments de la journée, de notre vie. Et du coup, ça se passe pareil dans le monde du business. Et je trouve que c'est intéressant de justement envisager le monde de l'entreprise, le monde des affaires, en se disant que, ok, la manière dont je relationne dans ma vie de tous les jours, la manière dont j'ai envie de relationner dans ma vie de tous les jours, ben, en fait, elle va pas être différente dans le monde du business, dans mon entreprise. Et de commencer à poser les bases de son entreprise là-dessus dès qu'on l'a créée, je trouve que c'est intéressant parce que ça participe aussi à changer un peu le monde du business qui a besoin d'évoluer parce qu'il évolue un petit peu, mais il évolue doucement. C'est très lent. Oui, Oui. voilà, complètement. Ouais. Donc, ouais, moi, en fait, du coup, au lieu de me dire comment est-ce que je peux amener l'écologie relationnelle dans le monde du business, c'est plutôt comment est-ce que je peux faire en sorte que le monde du business, que l'entrepreneuriat, que mon activité soit en fait un espace dans lequel j'ai pas besoin de jouer un rôle, d'avoir d'autres codes, et qu'en fait j'ai juste à relationner de la même manière que je relationne dans le reste de ma vie, quoi. Mais j'adore que tu apportes
ce point-là, parce que souvent, ce que je remarque, tu parles de la fameuse neutralité, puis je vais sûrement en reparler là, dans cette saison-ci, mais justement que les entreprises se doivent d'être neutres, hein, avoir une entreprise, ce n'est pas politisé, ce qui est faux, je pense qu'on va s'entendre là-dessus, mais de dire, ben, il y a certaines, tu sais, je ferais jamais ce type de comportement-là avec ma famille ou mes amis, mais là, c'est une relation d'affaires, puis les affaires, c'est les affaires, hein. Faut passer, oui, j'ai vu tes yeux, là, devenir tout grands, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me graffigne, je dois dire, parce que, ben, moi, je suis incapable, justement, d'incarner Slasheuse.co qui est une entité à part de Annie Picard qui est moi, puis ce que je ferais pas à un ou une amie, un ou une partenaire, je le ferais pas non plus dans une relation d'affaires. Puis c'est ça qui est un danger, justement, quand tu sépares les relations reliées à la business, puis les relations reliées à ta vie personnelle, c'est qu'il y a un danger de se permettre certains comportements, certains schèmes de pensée qui sont peut-être plus désalignés, mais de s'en dédouaner en se disant « mais ce n'est que mon entreprise et ce n'est pas moi ». Est-ce que, justement, quand tu abordes l'écologie relationnelle à large, ça fait partie de toutes les relations. Fait que le monde des affaires serait pas, dans le fond, le milieu dans lequel il faut faire évoluer les relations. C'est juste une partie d'un écosystème qui est plus grand, qui est l'ensemble des communications humaines qu'on a, en fait. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, moi, ça me fait penser au fait que c'est vraiment avoir un questionnement, une réflexion sur donc toutes les relations qu'on entretient, donc c'est-à-dire les relations qu'on entretient avec d'autres personnes, avec d'autres individus, donc que ce soit nos clients, nos clientes, nos amis, nos parents, nos voisins, nos politiques, que sais-je, vraiment toutes les relations qui créent la société. Et je pense que c'est aussi la relation qu'on entretient avec l'environnement dans lequel on vit. Donc là, je pense plus aux éléments naturels, je sais pas, la manière dont est organisée par exemple une ville dans laquelle on vit si on vit en ville, ou quel est l'écosystème dans lequel je vis si je vis plutôt à la campagne ou qu'importe. Et il y a une sorte de troisième relation qui me vient, même il y en a encore une quatrième après, mais c'est aussi la manière dont on relationne avec soi et avec son propre corps. Ouais. Et du coup, si on reprend cette relation-là pour le monde des affaires, ben en fait, c'est comment est-ce que nos entreprises peuvent considérer la réalité de nos corps, donc nos besoins, nos rythmes, nos envies, qui sont nos limites, qui sont très spécifiques à chacun, chacune, et comment est-ce qu'en fait on peut déployer nos activités de par ces spécificités-là, et donc de par la relation que chaque personne entretient avec son propre corps, pour que le business soit viable, durable sur du long terme, que la personne ne se burn-out pas au bout de un an, que ce soit aussi durable dans le temps, etc., etc. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant en fait, ouais, de réfléchir à juste la manière dont on relationne avec tout ce qui nous entoure, dans la vie, y compris nous-mêmes quelque part. Et ouais. Oui, ben c'est souvent la relation qui est la plus facilement oubliée, mise de côté, j'ai l'impression, là. Qu'on réfléchit beaucoup à l'impact qu'on va avoir sur les autres, on va réfléchir à l'impact sur l'environnement, etc., mais on va oublier qu'on est aussi en relation avec soi-même et tout ça. Mais toi, avec tes programmes puis toute comment je pourrais dire, tu sais, ton expérience au niveau de l'activisme du plaisir, c'est de vraiment donner une place à cette relation-là, dans le fond, dans tout l'écosystème qui te maintient en vie puis tout ça. Moi, je connais pas tant que ça, je te dirais, ce que ça veut dire, l'activisme du plaisir. Je connais l'activisme, je connais le plaisir, mais je connais pas l'activisme du plaisir. Peux-tu m'en parler un petit peu, juste pour que ça soit plus clair pour moi? Ouais. Alors, je vais commencer par dire que c'est difficile à expliquer en peu de temps, vraiment. Il y a la formidable autrice Adrienne Maree Brown qui a écrit un livre qui s'appelle Pleasure Activism, qui en parle merveilleusement bien. Et il y a d'autres auteurs, autrices qui parlent aussi de ce sujet-là. Je pense à Euphemia Russell ou Evian Whitney, qui sont des personnes qui vivent aux États-Unis, les trois, il me semble, et qui
viennent de réalités sociales différentes. Et donc voilà, donc Adrienne Mariband a écrit tout un livre pour expliquer voilà ce que c'est, et c'est plus une tentative, une exploration qu'une définition hyper Ouais. théorique. Mais si je pouvais expliquer au mieux ce que c'est en peu de temps, je dirais que l'activisme du plaisir, c'est euh, mettre le plaisir au service de l'activisme, en fait. Mettre le plaisir au Hmm. service de la justice sociale, faire en sorte que être actif pour que le monde soit meilleur pour toutes et tous, eh ben ça se fait depuis le plaisir, et potentiellement ça peut se faire dans le plaisir. Parce que du coup, déjà, c'est plus agréable, parce que il y a une répartition inégalitaire du plaisir dans les différentes strates de la société, et donc plus on Hmm. est minorisé, moins on a accès au plaisir. Donc dans l'activisme, se réapproprier le plaisir, c'est aussi quelque chose qui De radical. est de radical, oui, voilà, tout simplement. Et le troisième point où je voulais aller, c'est que c'est aussi en tant que, par rapport où on se situe dans la société, faire en sorte que les personnes les plus minorisées aient justement le plus possible accès au plaisir. Et donc il y a une dimension son propre plaisir, cultiver le plaisir dans l'activisme, euh, penser le plaisir dans le changement social, etc. Mais il y a aussi penser le plaisir des autres. Et ça, Adrienne Marie Brown, elle le dit dans l'intro, il me semble, la priorité, c'est le plaisir des personnes qui y ont le moins accès. Donc ça, c'est aussi Hmm. important, et je pense que c'est important notamment quand on est des personnes blanches, de se rappeler que on a des privilèges que certaines personnes n'ont pas, et donc on peut utiliser ces privilèges pour aussi participer à une répartition du plaisir plus grande, et notamment pour les personnes qui y ont le moins accès. Voilà ce que je pourrais Mhm. dire comme définition à un Sur peu près. l'activisme. Oui, mais moi, c'est comme... on dirait que je vais te poser une colle, mais c'est parce que c'est une réelle question que moi, je me pose. Mais justement, tu sais, on se dit, ben, OK, je comprends, il faut que je développe mon propre plaisir pour être une personne plus épanouie, pour avoir plus d'énergie, pour justement défendre les choses qui sont importantes pour moi, puis tout ça. Puis, ben, tu sais, je devrais, puis là, tu vas voir pourquoi je dis ça, mais je devrais tirer du plaisir de donner du plaisir aux autres. Parce que ça devrait être comme ça, mais il y a des gens qui ne ressentent pas vraiment ce plaisir-là, tu sais, Moi, j'appelle ça, je sais pas si c'est correct de dire ça, mais le plaisir du sacrifice. Tu sais, un espèce de... Ça m'apporte beaucoup de bonheur de donner quelque chose à quelqu'un plutôt que d'en profiter moi-même. Mais là, faut pas tomber non plus dans... Tu sais, c'est ça, hey, j'ai de la misère à formuler ma question, mais... tu sais, c'est un peu le fameux dire... tu sais, où est-ce que mon plaisir à moi s'arrête et comment celui des autres, ou etc., etc. Puis je pense que c'est ça, tu sais, dans les interrelations, que c'est important de se questionner, tu sais, comment est-ce que je peux tirer du plaisir d'en apporter aux autres sans sacrifier le mien? Comment est-ce que je peux cultiver euh, le plaisir de... C'est ça, de donner, le plaisir de l'empathie? Je sais pas si ça fait sens, qu'est-ce que je dis? Si, ça fait complètement sens. Merci d'amener ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est important d'en parler quand on parle d'activisme du plaisir, parce que l'activisme du plaisir, il est un peu à mettre en parallèle, ou en tout cas de- pas très loin, de ce qu'on appelle le people pleasing, qui Oui, est du ben coup... exactement, c'est ça. Ben merci, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, tu sais, c'est ça. Comment on départage? Ouais, bah ça, je pense que ça dépend vraiment aussi de qui on est dans la société, quelle éducation on a reçue, etc. Mhm. Quand on est une personne sexisée, on a tendance justement à avoir, à être éduqué au people pleasing, en fait, donc à faire plaisir aux autres en priorité. Je dis pas que Mhm. toutes les personnes sexisées sont éduquées comme ça, et je dis pas que tous les hommes ne sont pas dans un mood people Non, pleaser, non. mais c'est systémiquement ça se passe quand même comme ça. Et donc du coup, bah, pour les personnes qui sont éduquées justement au people pleasing, ça peut être intéressant de justement voir, ok, comment est-ce que c'est quand je cherche pas forcément à faire plaisir aux autres, mais que d'abord je me questionne sur moi, mes propres envies, mon propre plaisir, ce qui me correspond le plus, ce qui satisfait mes besoins du coup, et comment est-ce que je me confronte à ne pas forcément chercher à faire plaisir aux autres à tout prix.
Et ça, on Mhm. peut beaucoup l'utiliser, enfin en tout cas le calquer sur l'entrepreneuriat, je trouve. Parce que quand on est une personne sexisée, donc une femme ou minorité de genre, et qu'on entreprend, on peut vite avoir envie de faire plaisir à tout le monde, en fait. Donc, Ouais. et d'autant plus quand on a des valeurs progressistes ou valeurs de gauche. Donc, on peut avoir tendance à avoir envie de ne pas prendre trop d'argent aux autres, donc de se sous-payer, de répondre à toutes les demandes des clients, des clientes, Mhm. sans forcément poser ses limites, de se retrouver à faire des missions qui sont pas forcément ce que l'on aimerait faire et ce pourquoi est-ce qu'on a lancé notre Ouais. activité. Et puis, ouais, d'oublier son propre plaisir en fait au service des autres. Donc je pense que c'est là où justement le plaisir il est pas réparti de la même manière et que donc c'est important de se situer, de se mettre en contexte. Ok, c'est quoi ma place dans la société? Quelle a été mon éducation? Euh, et du coup, où est-ce que je me situe par rapport au plaisir? Et donc, est-ce que c'est d'abord une sorte de réappropriation de mon plaisir pour pouvoir ensuite être plus dans une honnêteté du plaisir et pas plutôt de absolument faire plaisir aux autres parce que il faut, je dois. Ouais. Ou alors, si on a tendance justement à être dans une place, enfin, si on est dans une place de la société où on a tendance justement à profiter un peu du plaisir des autres, de par sa position sociale ou de par son éducation, bah là, de se questionner et de se dire genre, ok, comment est-ce que je peux essayer de faire plus de place au plaisir des autres et du coup, Mhm. moins me concentrer sur mon propre plaisir à moi. Euh, et voilà, d'essayer de trouver cet équilibre un peu entre les deux, mais ça demande, en tout cas, il n'y a pas de généralité pour tout le monde, ça demande un peu C'est ça. de se dire, ok, moi, qui je suis dans la société, c'est quoi mon éducation, où est-ce que je me situe par rapport à ça, et qu'est-ce que je peux mettre en place, ou qu'est-ce que je peux essayer pour que ce soit plus équilibré, et que donc, l'écologie relationnelle dans laquelle je suis soit Mhm. ben qu'elle soit Équitable, écologique en fait. juste. Oui, c'est Oui, ça, c'est ça. Plus équilibré, en fait. voilà. Mais moi, je t'écoutais parler, puis je voyais un peu, tu sais, c'est un diagramme de Venn, hein, qu'on appelle quand il y a deux cercles là, qui s'overlappent, là, qui vont un peu un par-dessus l'autre, puis là, il y a des choses. Fait que tu sais, t'as comme le cercle du plaisir personnel, puis t'as le cercle du plaisir des autres. Puis le but, c'est qu'il y ait une espèce d'espace au milieu où ça se rencontre, tu sais. Mm. Puis c'est ça, là, moi, où j'ai quand même bon ça doit être beaucoup de thérapie, mais tu sais j'ai quand même de la facilité je pense à mettre mes limites mais à avoir des initiatives. Puis là c'est drôle, j'ai l'air de me lancer des fleurs, je suis tellement inconfortable, tu vois, ça doit être mon côté people Vas-y, pleaser, puis justement lance. c'est l'enfer, mais j'ai quand même une facilité à aussi penser aux autres, tu sais, à travers des initiatives, tu sais, plus équitables, plus abordables, etc., etc. C'est pas une difficulté que j'ai. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup justement de programmes, surtout pour les personnes sexisées, tu sais, femmes, personnes non binaires, etc., qui sont habituées d'avoir été éduquées dans le don de soi, qui vont viser à leur apprendre à parce que ces gens-là vont surtout être du côté plaisir des autres. Fait qu'apprendre à rééquilibrer pour retrouver le centre où il y a aussi de la place pour le plaisir de soi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Parce que moi, je suis comme, à la limite, peut-être que je suis complètement biaisée, mais j'ai l'impression que souvent les people pleasers sont quand même pas un danger pour la société, tu sais, dans le sens c'est dommage pour eux et elles, puis je leur souhaite de trouver cet équilibre-là dans le plaisir, mais c'est plutôt pour les autres personnes qui sont complètement dans leur plaisir à eux et elles, puis que comment on fait pour les amener peut-être à cheminer vers le centre du diagramme de Venn, vers le don un peu vers les autres. Puis j'ai l'impression que c'est là un peu le nerf de la guerre parce que apprendre à dire non, c'est difficile, mais c'est faisable. Puis là, tu te priorises, mais apprendre à dire oui, est-ce que ça se fait? Mm. Apprendre à donner de soi, comment on travaille là-dessus? C'est Mm. tough, hein? Ouais, Tu peux complètement. dire, hey, j'ai pas la réponse au secours. Merci Annie, merci beaucoup. Je te sauve parce Euh, que j'ai pas la réponse non plus, là. en vrai, moi non plus, je pense que j'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il y a des pistes quand même à explorer. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. D'une part, il y a un peu cette chose qui fait que on n'est pas fait pour vivre tout seul Hum, et que on prend aussi du plaisir à relationner avec les autres.
Et que Ouais. donc, du coup, si on est, ou quand on est dans une logique de tout pour moi, il y a que moi qui compte, ben, je me dis qu'au bout d'un moment, les relations, elles doivent un peu s'appauvrir quand même. Et donc, du coup, Mm. soit on s'en rend compte, on se dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire et à travailler, soit on s'en rend pas compte et du coup, bah là, j'ai pas de solution. Je, je ne sais pas. C'est Je ça, ne c'est ça. sais Là, on pas. tombe dans le narcissisme, puis là, ça va être... là, on va pitcher ça dans la cour des psys, là. Mm, exactement. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est difficile, mais peut-être une piste de réflexion, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de varier les milieux dans lesquels on évolue, justement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui aide à prendre conscience. Tu sais, on a le fameux concept de chambre d'écho qui dit, tu sais, tu tiens uniquement avec des gens qui ont à peu près le même background socio-économique que toi, la même culture, etc. Fait que tu deviens à évoluer tout le temps dans un écosystème qui est assez restreint. Puis peut-être que tu te rends pas compte, tu prends soin de cet écosystème-là, mais tu te rends, on va dire, mettons, je sais pas moi, c'est la forêt boréale. Puis tu prends très soin de la forêt boréale parce que c'est le domaine dans lequel tu habites, mais tu te rends pas compte que ce que tu fais dans ta forêt boréale, ben, va avoir un gros impact sur le rainforest. Puis j'espère que vous me suivez, là, tout le monde. Mais, puis c'est ça, puis c'est, tu sais, d'aller te promener une fois de temps en temps dans la rainforest va te permettre de mieux comprendre qu'est-ce que t'as comme impact, tu sais, puis comment ton écosystème à toi peut influencer celui des autres. Fait que j'ai l'impression qu'on revient quand même de la diversité, puis c'est drôle parce que c'est ça, l'écologie relationnelle, tu sais, c'est partie de la biologie, mais c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, faut réfléchir à ça comme la biologie, tu sais. Qu'est-ce que Mm, ton environnement dans lequel tu évolues? Puis ce que je vois souvent, justement, c'est difficile de voir les points de vue de l'autre quand t'es pas attaché émotionnellement à personne qui appartient à l'autre groupe. Je sais pas si tu comprends mm. ce que je veux dire. Si, si, complètement, ouais. Fait que de développer des relations variées, tu sais, si tu es entrepreneuse, de ne pas qu'avoir des amis qui sont aussi entrepreneurs, entrepreneuses. Tu sais, d'entretenir encore tes relations familiales, d'entretenir encore tes amitiés avec des gens que tu as rencontrés en pratiquant des hobbies qui sont à l'extérieur du monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, d'élargir ces cercles va te faire évoluer, en mon sens, tu sais, comme entrepreneuse, comme ta vision de l'entrepreneuriat et de l'impact que ton entreprise, là, ta forêt boréale a sur les autres cercles, tu sais. Mm. Ouais, complètement. Et je te rejoins beaucoup là-dessus. Et du coup, je me dis que ça peut peut-être être aussi quelque chose de l'ordre de l'exploration de, OK, où est-ce que je peux aller trouver du plaisir justement dans d'autres espaces de relation? Mhm. Comment est-ce que ça va être? Enfin, c'est même pas comment est-ce que ça va être, c'est vraiment la volonté de où est-ce qu'il est mon plaisir? Où est-ce qu'il se situe dans je sais pas, les relations que j'entretiens avec des personnes qui sont des personnes âgées, par exemple. Où est-ce que mon Oui, plaisir il se situe dans les relations que j'entretiens avec des personnes plus jeunes? Où est-ce que mon plaisir se situe dans la relation que j'ai avec la nature? Dans plein de types de relations. Et je suis effectivement d'accord avec toi que du coup, on est dans un monde rempli de diversité, que effectivement on a tendance à se retrouver dans une espèce d'entre-soi. Et du coup, bah là, c'est plus une invitation peut-être aux personnes qui nous écoutent de se dire, ok, où est-ce que je peux amener plus de diversité dans mes relations? Et du coup, où est-ce qu'il se situe mon plaisir dans ces nouvelles relations-là, quoi? Et ouais, d'aller les chercher, en fait, de les provoquer aussi. Je pense que mhm. c'est vraiment aussi quelque chose de l'ordre de la culture dans laquelle on vit, qui est une culture quand même, euh, et notamment la culture entrepreneuriale, qui est une culture plus individualiste que collective, que interdépendante, alors que on est des êtres sociaux et que on, en fait, on vit ensemble. Enfin, même si on est chacun pour soi, on vit ensemble. La société fonctionne parce qu'on est ensemble. Et donc, du coup, c'est un peu, ouais, aller un peu explorer autour de soi et aller à la recherche de la nouveauté et de ce qu'on ne connaît pas pour voir justement, ok, il est où le plaisir dans cet endroit-là, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que justement, tu sais, là, je fais un petit parallèle avec la créativité, mais tu sais, de sortir de ces zones de confort, puis d'aller tester. Tu sais, tu dis justement, ben où il est le plaisir à cet endroit-là, mais ça fait partie aussi de la créativité, c'est que d'oser
explorer d'autres écosystèmes, d'autres choses, va apporter un plaisir que tu sais probablement même pas qui existe. Parce que tu l'as pas testé, t'as pas été confronté à cette chose-là. Là, c'est sûr que ça fait peur de sortir de sa zone de confort, mais je pense que pour trouver une espèce d'équilibre, puis avoir un meilleur écosystème, il faut à un certain point sortir de sa zone de confort, oser faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait, aller voir justement comment ça se passe là, dans les autres endroits. Puis, tu sais, quand on se posait toutes les deux la question, tu sais, comment est-ce qu'on peut inciter peut-être les gens à prendre du plaisir à donner aux autres, mais justement, peut-être que de demander ça dès le départ, c'est beaucoup trop gros, mais de demander l'exploration dans d'autres sphères pour aller voir what's in it for them, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver. Ça reste dans une espèce de mindset un peu, comment je pourrais dire, égocentrique, mais ça peut amener des réflexions. Fait que c'est comme, je pense, une bonne façon, peut-être qu'on a trouvé la réponse à travers notre discussion, c'est de dire, ben, ok, je te dis pas, je te donne pas la tâche tout de suite de dire trouve quelque chose, trouve comment ça peut t'apporter du plaisir de donner aux autres, mais plutôt trouve comment ça peut t'apporter du plaisir à toi dans une autre sphère dans laquelle tu n'es pas habitué d'y trouver du plaisir, puis éventuellement d'espérer, en se croisant les doigts très fort, que ça va mener à une espèce de réflexion qui va élargir le diagramme de plaisir, puis tous les endroits où les cercles se... Je vais faire des dessins dans les show notes, les amis, pour expliquer ce qui se passe dans ma tête. Mais je vais faire plein de petits diagrammes là, de veines pour faire plaisir. Ça va me faire des beaux posts Instagram pour cet épisode. Mais c'est ça, c'est de trouver vraiment... d'avoir le plus d'endroits où le plaisir peut overlapper avec d'autres cercles. Par contre, là, ça fait écho à une petite question que j'avais préparée pour l'épisode, c'est que, en fait, moi, dans mon côté geek, là, quand je lisais sur Darwin et l'écologie rationnelle, tu sais, la critique principale par rapport à ça, puis ça, là, c'est principalement ceux qui veulent geeker, là, vous irez voir justement le psychologue Jacques Salomé, mais quelque chose qu'on reproche à sa théorie à lui, c'est de dire, ben, c'est un peu de faire croire qu'on a la capacité de changer le monde en se changeant soi, puis là, ben, tu sais, ça l'amène toute la notion encore de pression individuelle, de, tu sais, atteinte de la perfection, tu sais, le côté un peu plus sombre du développement personnel qui peut tendre vers... ben vraiment l'anxiété là, tu sais, à se dire tout repose sur moi, au secours, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, c'est quoi ton opinion justement, parce que hey, là j'essaie fort là, de rester cadré puis pas de sortir du sujet de l'épisode, mais tu sais, moi ça me fait toujours penser, tu sais, comme où est ma responsabilité, mais aussi où est ma responsabilité dans le cadre d'un système capitaliste que je ne contrôle pas. Fait que tu sais, comment tu perçois cette critique là de dire on va changer le monde en se changeant soi? Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est possible? Comment on peut le faire, mais sans se taper sur la tête? Un peu? Ouais, bah, je te rejoins sur la critique du développement perso, qui peut être vraiment une pratique au service du monde libéral, néolibéral. Et j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, mais c'est dans des écrits décoloniaux, comme quoi cette idée de se changer soi pour changer le monde, c'était vraiment quelque chose de blanc et du white savior, quoi. Et j'avais bien aimé parce que ça m'avait un peu remis à ma place, parce que je pense que pendant longtemps, j'étais vraiment dans cette démarche-là de genre oui, si je me change moi, je change le monde. Alors, je dis pas que c'est faux. Je pense que effectivement, si chaque personne prend soin de soi, se familiarise avec ses émotions, se crée un cadre de vie qui est le plus agréable possible dans la mesure de ses possibilités, effectivement, il y a plus de bonheur et donc, en tout cas, plus de joie peut-être. Et donc, oui, ça peut participer aussi à changer le monde, puis ça invite aussi à se responsabiliser justement sur l'environnement dans lequel on vit, les relations qu'on peut avoir, etc. Mais je pense que le changement, il est surtout collectif, en fait. Et que il y a un vers de Octavia Butler, une autrice afro-américaine qui écrit de la science-fiction, je ne sais pas, on en parlera Je hors suis épisode. en train de lire ça, je lis présentement Seed to Harvest de Octavia en français, c'est La parabole du semeur. Je pense que je pourrais pas dire. Bon,
Bref, je crois, Oh, si, je si savais qu'on c'est allait ça, revenir à la science-fiction. ben, Mais oui, oui. vas-y. Ben, en tout cas, dans un de ses livres, notamment la parabole du semeur, je pense que c'est celui que tu es en train de lire, il y a un vers que j'aime beaucoup et que Adrienne Maree Brown, qui est donc l'autrice dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit sur l'activisme du plaisir, mais aussi sur d'autres choses, reprend pas mal dans son livre Emergent Strategy. C'est le vers, c'est tout ce que tu touches, tu le changes. Tout ce que tu changes te change. Seul le changement est une vérité, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement sur la fin, mais en tout cas le Hum, début, tout ce que tu touches te change. Tout ce que tu touches, alors je reprends. Tout ce que tu touches, tu le changes. ouais, Tout ce que tu changes te change. Il y a vraiment ce truc de réciprocité ouais. et de en fait les liens qu'il y a entre nous, les liens qu'il y a, les liens qui font relation, donc que ce soit nous entre êtres humains, nous entre humains, monde du vivant, nous entre humains, les étoiles, je sais pas, ce qu'on a Oui, envie, oui, oui. les liens qui constituent tout ça, en fait, c'est des liens qui créent le changement pour moi. Et justement, Octavia Butler aussi, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, de prendre sa responsabilité en tant qu'être vivant, en tant qu'individu, parce qu'on est les seuls à vivre dans notre corps, à vivre dans notre existence, et donc à avoir concrètement du pouvoir Mhm. dessus. Mais ça se fait dans un changement collectif et pas en dehors, en delà, parce que sinon, encore une fois, en fait, on est des êtres sociaux, quoi. Et on vit même au-delà du fait que nous sommes des êtres sociaux, on vit dans un environnement et tout est lié. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu à prendre avec des pincettes, le développement perso. Il y a des choses hyper intéressantes Mhm. dedans. Ouais. C'est d'autant plus intéressant quand il y a une dimension politique qui est ajoutée. Et parce que du coup, on contextualise et on sort de l'idée que tout est neutre, parce qu'en fait, rien n'est neutre. Non. Euh, et effectivement, c'est chouette de voir le développement perso comme plutôt quelque chose d'un développement collectif ou d'un épanouissement collectif. Mm. Et, et ce sont des choses en plus qui sont présentes dans quand même pas mal de cultures, mais qui sont des cultures qui ont été colonisées ou qui ont été pas forcément ouais, valorisées, enfin en tout cas qui ont été écrasées par la culture dominante capitaliste d'origine européenne. Et en fait, dans d'autres cultures, ben, le lien entre les personnes, il est beaucoup plus valorisé, il est beaucoup plus important. Ouais. Et en fait, on va voir le groupe plus comme une entité plutôt que les individus comme une entité avec une autre entité à côté, etc., etc. Donc, Mhm. ouais, il y a plein de choses à aller voir de ce côté-là, en tout cas. Ouais, ben j'invite les gens à aller écouter l'épisode de podcast sur le leadership. Là, je me rappelle pas c'est quel numéro. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais justement, je parlais avec mon invité, dont j'ai oublié le nom parce que je le cherche en live. On parlait justement de, tu sais, dans les cultures africaines, tu sais, justement, le leadership va être beaucoup axé sur la collectivité. C'est beaucoup les valeurs relationnelles qui vont faire en sorte que les gens vont obtenir des postes de leader, vont être perçus comme des leaders, alors que dans les cultures plus occidentales, ben, il va avoir toute la notion de tu vas être un bon leader si tu as plus d'autorité, plus de développement. Ça va être vraiment davantage axé sur l'individu plutôt que la collectivité. Fait que c'est vraiment une question culturelle, c'est vraiment une question de perception. Fait qu'en tout cas, je vais mettre le lien là s'il y en a qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. Ça va me faire plaisir de repartager de faire un lien avec cet épisode-là. Puis écoute, moi aussi quand je réfléchis à tu sais je pense je pense que tout part de soi. Puis ça fait écho avec l'activisme du plaisir, mais je pense aussi qu'il faut savoir où jusqu'où on est capable d'aller et d'espérer euh, inspirer les autres. Moi, j'aspire à inspirer. Et c'était une belle tongue twister. Mais c'est ça. Je pense qu'une des meilleures façons de changer, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais justement, c'est de commencer par soi, mais sans espérer que ça va faire une espèce d'équation mathématique 1 plus 1 égale 2, mais de dire, je vais commencer par moi, puis j'espère, en me croisant les doigts, encore une fois très fort, que ça va inspirer les gens
à peut-être faire des actions collectives. Tout ça, puis je pense que c'est peut-être une façon de voir le développement personnel de façon différente, en ne mettant pas tout sur nos épaules, mais en se disant, j'espère que je vais rayonner, là, j'ai l'air ésotérique, là, mais tu sais, je vais rayonner d'une façon qui va donner des idées, peut-être, aux autres. Puis, c'était un épisode très geek, très, je sais pas, justement, politique. Moi, j'ai adoré, je suis une grande fan. Mais je me demandais si on essaye peut-être de donner des défis aux gens qui nous écoutent au niveau de, justement, développer leur écologie relationnelle. Est-ce que tu as des recommandations un peu good, better, best, là, si on veut, là, tu sais, des petites actions, peut-être une action un petit peu plus difficile pour les gens qui ont déjà des choses de fait, puis quelque chose qui est comme un t'es pas game de, tu sais, I dare you to faire quelque chose pour avoir une meilleure écologie relationnelle. T'es-tu capable de... T'as-tu des idées qui te pop? Ouais. Alors, ce qui me vient, bah, je pense que moi, la première chose que j'ai envie d'amener, c'est plus une question. C'est, ok, Mhm. c'est quoi la relation que vous entretenez avec le monde vivant, avec la nature, avec l'environnement dans lequel vous êtes? Wow. Parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur plein d'autres liens qu'on entretient à travers différentes relations. Parce qu'en fait, au final, dans le vivant, il y a aussi les gens avec qui on est, il y a aussi notre corps, Bien etc. sûr. Mais du coup, ouais, de se poser la question là et et d'aller creuser de ce côté-là, quoi. Pas juste d'y répondre rapidement, de vraiment se dire, Ouais, ok, ouais. je vais explorer ma relation avec le monde le monde du vivant, avec la nature, avec l'environnement dans lequel je vis. Donc, je sais pas, ça peut être peut-être sortir de chez vous et aller voir qu'est-ce qui pousse autour de chez vous, en fait. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que dans vos voisins, il y avait telle ou telle plante, tel ou tel arbre? À quoi, comment ils vivent entre eux? Est-ce que vous pouvez les reconnaître en été? Est-ce que vous pouvez les reconnaître en hiver quand ils ont plus de feuilles? Enfin, je sais pas, de juste, voilà, prendre considération de l'environnement dans lequel on est. Je dirais ça. Euh, Je te coupe la parole, mais c'est parce que tu oui. viens de me donner une bonne idée de challenge, justement. Tu sais, moi, à Montréal, je me suis rendu compte qu'il y a certains voisins, tu sais, comme le bloc appartement qui est à côté du mien. Ça fait 10 ans que j'habite là, je tiens à dire. Je ne sais pas qui y habite. Je sais pas c'est qui les gens qui habitent là. Mais là, sans les cogner chez les gens, parce qu'il y en a que ça va peut-être les rendre mal à l'aise. On demande pas de faire du porte-à-porte, mais, tu sais, d'être plus attentif, tu sais, si vous voyez quelqu'un, bon, si vous êtes en banlieue, je sais pas, tondre son gazon, marcher son chien, n'importe quoi, tu sais, juste d'essayer d'être attentif. Qui sont les êtres vivants, justement, qui font partie de votre environnement immédiat? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je connais même pas chaque personne qui habite dans un rayon de 10 mètres de chez moi, tu sais. Hmm, Fait que ouais. défie tout le monde, hein. Et je le prends aussi parce que moi non plus, il y a certaines personnes dans mon C'est quartier, vrai, hein? Fait que ouais. sans aller cogner, là, mais être plus attentif, là, tu sais, je sais pas, là, Mm. transformez-vous en grand-maman italienne, là, puis regardez, là, par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ouais, complètement, Oh là là, oui. complètement. Ça me fait penser au fait que ma petite sœur vit en Nouvelle-Zélande et du coup, bon, j'ai pas de grand savoir sur la culture maori, mais un petit peu à travers du coup elle son expérience. Et en fait, ça me fait marrer parce qu'à chaque fois qu'elle revient en France, à chaque fois, elle prend trop son temps dans la rue, elle salue les gens, Mmh. elle se met à leur parler parce qu'en fait, c'est dans la culture maori, enfin, c'est dans son quotidien en Nouvelle-Zélande. Et du coup, c'est marrant parce que moi, des fois, ça peut presque me mettre un peu mal à l'aise parce que c'est pas dans Ouais. mes habitudes. Et en même temps, je me dis, en même temps, c'est tellement bizarre d'être mal à l'aise de, en fait, juste considérer les autres et de leur parler parce qu'ils sont là et parce que moi aussi, je suis là et voilà. Du coup, ouais, ça me fait penser à ça et voilà, j'avais envie de le partager. Oui, mais je sais pas si c'est comme ça pour vous en Europe, mais je sais qu'au Québec, moi, quelque chose qui me fait extrêmement rire, c'est que si on va faire une randonnée, donc si on est en nature, on va saluer les gens qu'on croise. C'est comme vraiment quelque chose. Mais si on est en ville, ville, village, peu importe, et on marche, non, là c'est malaisant de dire bonjour. Puis j'ai jamais compris, mais je le fais, moi, je suis 100% coupable de ça aussi, là, je le fais aussi. Puis c'est vrai que ça me rend terriblement mal à l'aise de dire bonjour aux gens que je croise dans la rue.
Tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont s'arrêter puis qu'ils vont faire est-ce que tu as besoin d'aide? Tu sais, comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi? Tandis qu'en randonnée, tu sais, on marche. Fait que j'ai l'impression, tu sais, quand on dit notre environnement puis le vivant a un impact sur nous, mais je pense que c'est ça, la nature un peu nous incite à saluer nos voisins parce qu'on est entouré de vivants alors que quand on est en ville, en tout cas là je suis rendue dans les grands trucs philosophiques, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça, t'as hoché la tête, c'est comme ça aussi en Europe. Ouais, complètement, complètement. C'est vraiment étrange. Ouais. Peut-être que ça en dit aussi sur, ça en dit un peu sur la relation qu'on a avec la nature. Je ne sais pas. Je sais pas, Ouais. c'est question ouverte. Fait que ça, c'était notre défi. Hey, on a quand même starté la barre haute parce que ça, c'est supposé être notre défi le plus facile à réaliser, là. Ah Mais oui. est-ce que... Ben oui, c'est ça. Est-ce que t'avais d'autres idées pour Quelque chose se de connecter? facile. On va essayer de trouver Ouais, quelque quelque chose chose de de facile, là. facile. Ben t'avais se poser la question. Là, on a lancé le petit défi de saluer nos voisins, ou de au moins peut-être pas les saluer là si c'est un trop gros pas pour vous, mais au moins prendre conscience de qui sont ces gens qui vous entourent, tu sais. Mm. Fait que là, fait que non, ça va, on a un facile, on a un moyen, puis là, c'est le super difficile là, qu'il faudrait trouver. Ah, super difficile. Alors, J'ai peut-être une idée. J'ai envie vas-y. d'inciter les gens à donner quelque chose et à y prendre plaisir. Très bien. Très bien. Oui? Et ça me fait penser à un épisode de Friends où Phoebe, elle essaye en vain de montrer qu'on peut faire des choses sans que ça nous fasse plaisir, sans avoir du plaisir. Et en fait, elle n'y arrive pas de tout cet épisode. Donc voilà. Ah, Illustrer cet épisode de Friends avec ce défi de donner quelque chose et que ça nous fasse plaisir. hey non, mais je serais vraiment curieuse. Si jamais vous le faites, là, écrivez-moi là, sur Instagram ou écrivez à Chloé aussi. Là, je vais mettre tout ça dans les show notes. Ben justement, si on veut entretenir la conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors il y a plusieurs endroits. Sur Instagram, c'est Chloé l'écrivain. J'y suis quand même pas mal. J'ai fait une On pause. sent l'assurance. Ouais, non, mais parce que j'ai fait une pause pendant 2 mois, chose qui ne m'était pas arrivée au printemps là, mais je suis retournée depuis et j'y suis. Enfin, j'y suis quoi. Vous pouvez me C'est bien. contacter là-bas, c'est je pense que un des meilleurs moyens. Et sinon, vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet www.chloélécrivain.com. Et j'ai une newsletter, en tout cas un compte Substack qui s'appelle La Dose, euh, sur lequel vous pouvez aussi retrouver des articles que j'écris et vous avez les liens dans ma bio Instagram ou sur mon site internet également. Et voilà, en gros. Et si vous êtes en France et en Bretagne, vous pouvez me trouver à Rennes. Je suis toujours partante pour aller boire des cafés ou autre chose, qui sait. Ah, mais ça, c'est vraiment une belle invitation là, d'écologie relationnelle, vraiment de prendre le monde d'Internet et de l'amener dans la vraie vie. Et moi, j'ai envie d'inviter les gens aussi à peut-être rejoindre les collectives. Comment est-ce qu'on fait si on est intéressé par cette offre-là que tu as? Ouais, donc les collectives, pour le moment, peut-être que ça va changer d'ici l'année prochaine, mais en tout cas pour le moment, les inscriptions, elles ouvrent 3 fois dans l'année, à chaque fois pour un cycle de 3 à 4 mois. Et donc là, la prochaine fois, enfin c'est en ce moment, au moment où l'épisode va sortir, ce sera début septembre donc 2024. Et on embarque pour une saison jusqu'en décembre. Donc pour rejoindre les collectives si vous en avez envie ou pour avoir des infos aussi sur les collectives, vous avez ça sur mon site internet et vous pouvez aussi me contacter pour soit nous rejoindre, soit être sur liste d'attente pour les prochaines sessions parce que c'est des groupes qui se remplissent vite et il y a peu de place au final à chaque fois. Ouais, ben j'ai eu la chance d'aller donner un petit atelier, plus un échange là, dans les collectifs, puis justement, je ne peux que vous inviter à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment une belle gang, il y a des beaux échanges. Justement, si vous vous sentez peut-être isolé là, avec vos valeurs de gauche dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un bon espace pour justement développer votre réseau, hein, élargir votre champ d'écologie, entrer dans d'autres cercles et tout ça. Fait que je vais mettre tous les liens dans les show notes de l'épisode. Ce sera au slasheuse.co/podcast. Si je ne me trompe pas, slasheuse.co/62. Donc, vous pourrez aller voir tout ça, aller visiter le site web de Chloé
Et ben c'est ça, j'attends vos messages sur Instagram hein, pour me dire si vous avez réussi à saluer vos voisins ou à développer en tout cas des nouvelles relations, à y prendre plaisir, à donner et à avoir une meilleure avoir de meilleures interrelations avec le monde du vivant qui vous entoure. C'était un gros début de saison sur la ligne diagonale avec des défis comme ça, mais c'est vraiment là où on en est, je pense. Je pense je sais pas, moi, j'ai envie d'élargir mon réseau, j'ai envie de me rapprocher de tous les gens qui écoutent le podcast. Fait que merci énormément d'être là. Merci Chloé. Et à tous les gens qui nous écoutent, ben moi je vous dis à la semaine Merci prochaine. beaucoup, Annie. C'était un plaisir d'échanger avec toi et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Moi aussi, j'attends vos messages sur Instagram concernant les défis. Ciao. Bye là.